Il va la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour la Ce soir, je vais dire tout ce que le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanc. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce nouveau débrief de la 4e journée de Ligue 1. Monaco recevait le RC Lens. Monaco s'est imposé 3-0. Un but de Singo de la tête sur corner. Un deuxième but sur corner pour le 3-0 de Maripane. Et le deuxième but, Flo, avait été inscrit par, rappelle-le-moi. Par Golo. Par Golovin, voilà. Mais non, mais c'était volontaire sur une belle passe décisive en profondeur de Takumi Minamino qui confirme son renouveau en ce début de saison, Flo. Donc voilà, Monaco l'emporte 3-0 contre une équipe qui pourtant nous posait d'énormes soucis depuis maintenant plusieurs saisons. On se rappelle de lourdes défaites face à eux, que ce soit 3-0, 4-1 même de mémoire. Ce fameux match l'année dernière, enfin plutôt il y a un an et demi maintenant, où Monaco avait raté la seconde place grâce à une égalisation dans les tout derniers instants à Bollaert. Bon voilà, le mauvais signe a été conjuré ce soir, Flo, et justement, qu'est-ce que tu as aimé ce soir, au-delà évidemment du succès net? Alors, je vais faire un j'aime hors match et un j'aime pas dans le match, parce que j'espère que toi, tu vas faire un j'aime dans le match. Mon j'aime hors match, c'est l'annonce du départ d'Aguilar. Je vais mettre un petit... comme on vous fait pas de gazette du Mercato, parce que finalement, le Mercato, et bonjour à tous d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas dit bonjour. Mais le Mercato s'est finalement passé post-début de saison. Donc, on vous fait un petit peu le Mercato à chaque fois qu'on fait les débriefs. Et donc Aguilar s'en va pour Lens justement, et il a fait une petite annonce sur les réseaux que moi j'ai trouvé plutôt sincère et plutôt bonne. Je trouve que c'est un gars qui n'a pas été incroyable dans la performance. Nous, il est quand même resté 4 ans, mais qui a eu toujours un bon état d'esprit. C'est un footballeur qu'on en voit plus tant que ça. C'est-à-dire un gars qui, à mon avis, est plutôt positif, plutôt humble. D'ailleurs, il met sur son annonce qu'il aurait aimé apporter davantage au club. Et voilà, en tout cas, on lui souhaite le meilleur. Et puis moi, ça a toujours été un joueur que, au-delà de ses performances, j'ai trouvé qu'il a toujours essayé de tout donner sur le terrain. Et ça, c'est une bonne chose. Le j'aime pas, c'est nos cartons jaunes stupides. On va le voir, hein, on fait plutôt un bon match contre une équipe de Lens un peu en dilettante, voire en crise, etc. Mais on prend des cartons jaunes stupides et ça devient un peu récurrent. Bon, on va pas tous les mentionner, mais notamment Vanderson qui, à peu près à 10 mètres dans le terrain adverse, c'est-à-dire vraiment très, très, très en dedans du terrain adverse, le défenseur de Lens qui est quasiment en touche, et il arrive à le tacler alors que le gars est en touche, que le ballon, il l'a déjà dégagé, et il prend un carton jaune. Voilà, sur ces choses-là, et on en a 2-3 autres qui sont tout aussi débiles. On finit, il me semble, avec 3 ou 4 cartons jaunes, et il y en a pas un qui est vraiment... alors, il n'y a jamais de carton jaune intelligent, mais quand c'est à 60 mètres de tes buts, qu'il n'y a vraiment pas besoin de faire faute, bon, on devient un peu coutumier du fait. J'espère qu'on va un peu gommer ça. Ouais, bah pour le coup, du coup, je vais avoir 2 j'aime parce que j'avais un peu le même j'aime pas que toi, parce que très clairement, ce soir, il y a quand même pas grand-chose de négatif à part ces cartons, et particulièrement celui de Camara, hein, donc qui va lui valoir une suspension. Bon, on s'en doutait, hein, il avait pris 2 jaunes en 2 matchs, il fallait plus qu'il en prenne un seul en 8. Connaissant le Lascar, ça paraissait compliqué, ça a pas raté, hein. Il y a moyen de faire un ranking. Il y a moyen de faire un ranking au niveau de ces cartons, d'ailleurs, de quel est le plus débile, parce qu'il me semble que sur ces 3, il y en a au moins 2 sur 3 qui sont complètement inutiles, quoi. Ouais, bah là, ce soir, il essaye de rattraper une connerie qui n'était pas de son fait, mais c'est vrai que il part peut-être d'un petit peu loin pour tenter ce tacle un
un peu fou. Ouais. En tout cas, moi, mon premier j'aime, ça sera hors match, ça sera sur cette belle soirée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on enregistre tard, hein, il est plus de minuit et demi. Cette superbe soirée à l'Accor Hotel Arena du FC. Aïe, aïe, aïe. Quasiment tous nos Français l'ont emporté. Je pense évidemment à Morgan Charrière, à Lapillus, à William Gomis, mais à Benoît Saint-Denis qui encore une fois a livré une prestation dantesque. Mais surtout, Cyril Gane, c'est très bien. Après que ça a déconvenu d'il y a quelques mois, il fallait bien ça, mais surtout le vrai main event, le vrai événement de la soirée, c'était Manon Fiorot contre une des légendes du MMA féminin, Namajunas. Elle l'a emporté logiquement à la décision, et donc logiquement son prochain combat, ça sera pour le titre. Et donc ça sera certainement elle, ou en tout cas je l'espère, qui apportera la première ceinture UFC à la France. Et ça, je l'avais annoncé, je sais plus, c'était peut-être il y a 2 ans déjà, dans un débrief. Ok, Rome, foot, Monaco, foot. Foot. Non, en fait, non, t'es gentil, mais tu me laisses finir, en fait. Donc voilà, je l'avais annoncé il y a déjà 2 ans, donc qu'on parlait beaucoup de Cyril Gane, mais qu'en fait, c'était surtout elle qu'il fallait surveiller. Et j'espère que ça me donnera raison. Pour en revenir au match, sinon, donc Monaco, ce que j'ai aimé, tout simplement, c'est ce qu'on voit, enfin, un plan de jeu, des idées, une équipe qui joue bien ensemble. Ça change des purges qu'on s'est tapé avec l'autre entraîneur pendant à peu près 1 an et demi. Voilà, pour tous ceux qui comprenaient pas que on voulait voir des choses, on voulait voir un plan de jeu, on voulait voir des combinaisons, on voulait voir le ballon bouger. Là, ça fait 4 journées que je me régale. Alors évidemment, la semaine dernière, c'était frustrant de ramener qu'un seul point de Nantes, même si dans le déroulé du score, on était quand même plutôt revenu de loin. Mais voilà, il y a eu quand même cette grosse erreur arbitrale sur le non-penalty sifflé à Golovin, enchaîné avec le 2-0 nantais, mais Monaco avait proposé beaucoup de jeux. Et voilà, depuis le début de saison, c'est quand même plutôt un festival offensif. La défense, je pense qu'il y a encore très clairement 2-3 choses à parfaire. Je suis pas encore non plus convaincu de notre gardien de but. Mais voilà, en tout cas, on voit des vraies choses intéressantes, un milieu de terrain qui montre de belles choses, un Minamino retrouvé, un Ben Yedder pas décisif ce soir, mais quand même depuis le début de saison qui est très efficace. Donc ouais, le vrai j'aime, c'est que en fait, on se fait plaisir devant les matchs, et ce soir, c'était également le cas. Il y a eu peu de temps mort, peut-être les 2 fins de mi-temps un petit peu en deçà, mais globalement, on a vu des vraies belles choses. Je pense qu'on peut s'arrêter là. T'as parlé de tout. Ouais. Mais le 11, alors le 11 maintenant, Flo, donc on était sur une compo qui ressemblait à celle de la semaine dernière. On avait juste Zakaria donc qui était malade, incertain. Il tenait quand même sa place sur le banc, donc il était seulement remplacé par Guillermo Maripane dans l'axe de notre défense. Oui, c'était la seule incertitude en fait, savoir si Zakaria allait pouvoir démarrer. Et donc au final non, et donc au final on retrouve Maripane et Magassa, parce que maintenant Singo s'installe sur la droite de la triplette défensive. Mais effectivement, on a Maripane au centre et Magassa. Le reste, c'est du gros classique. Keun, Caio, Vanderson, Camara, Fofana. Sur Golo, Minamino et Ben Yedder en pointe. Ouais, on avait notre nouvelle recrue également, Balogun, on le verra, qui est rentré en toute fin de rencontre et qui s'est fait remarquer, pas forcément pour les bonnes raisons, mais ouais, évidemment, il était un petit peu trop tôt pour le faire débuter ce soir. Le match maintenant à proprement parler, et on va assez rapidement parler des buts. On va pas particulièrement faire de déroulé en détail, mais en tout cas ce qu'on peut dire, Flo, c'est que globalement le match a été à sens unique. En tout cas cette première mi-temps a été clairement à sens unique pour les Monégasques, parce que si je dis pas de bêtises, les Lensois se sont procurés une seule situation, c'était aux alentours de la demi-heure de jeu, peu de temps avant le 2-0 monégasque, et c'était sur un coup franc, et du coup ça peut également revenir à ce que tu disais dans ton j'aime pas, des fautes bêtes et des cartons jaunes bêtes, et là en l'occurrence c'était Magassa. Ouais, c'est ça. On a 5 premières minutes où en fait ça se cadenasse, et on va dire, il y a 2-3 opportunités de chaque côté, et puis
entre la 5 et la 10e, on commence à mettre le pied sur le ballon. Et au final, ça va se vérifier sur l'entièreté du match. On va avoir la maîtrise de ce match jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps où effectivement on va se relâcher un peu et puis y avoir surtout beaucoup d'entrées lensoises un peu revanchardes et un peu qui veulent prouver par rapport aux autres qui sont un Lens qui est un peu en dilettante en ce moment. Donc là, il y a eu, on va dire, un petit défaut de motivation des Monégasques à 3-0 en fin de match alors que les Lensois rentraient et essayaient de prouver. Mais sinon, sur l'entièreté du match, il va y avoir quand même une grosse domination et surtout une apathie lensoise en défense qu'on va pouvoir voir direct sur le premier but et sur le corner de Caillot. C'est vrai on n'est pas Radio Lens, hein, mais on peut. Alors, ils ont joué des très grosses équipes, hein, parce qu'ils ont pris Rennes, Paris, maintenant nous. Mais c'est vrai que leur début de saison est quand même assez catastrophique. On sait qu'en plus, ils vont avoir l'Europe cette année, et ça fait bien longtemps que ça leur était pas arrivé. La grande Europe, en plus. Ils sont dans une poule, alors dans l'absolu, qui est pas une poule hardcore, mais bon, ils vont finir 4e, Non, hein, on le sait très bien. Donc ouais, Bah, j'ai un peu ça a peur pris- pour nos amis lensois Ouais. que la saison soit compliquée. Il a fallu attendre l'après-match pour entendre Canal+ dire que la perte de Seko Fofana était quelque chose. Au début, pour moi, Oui. c'est gigantesque pour eux. C'était un gars qui en valait deux. T'avais Openda devant aussi, mais c'est surtout Seko Fofana qui avait trois poumons, qui était là défensivement, offensivement. Et à mon avis, c'est une perte juste gigantesque. On l'a vu, il me semble, il rate 2 matchs la saison dernière et c'est 2 matchs où ils sont moins bien. Je crois qu'ils font un match nul à Brest ou une connerie comme ça. Bref, donc voilà. C'est effectivement bonne Ouais. chance à eux pour la Ligue des Champions, mais ça va être dur. Ça va être très dur en effet. Donc pour en revenir donc au match et au but, donc ouais, donc Singo va ouvrir le score sur corner, une belle tête au second poteau sur un corner tiré par Caillot, le premier de ces deux passes décisives. Mais c'est vrai que jusque là, Flo quand même Monaco plutôt dominé, avait la maîtrise du jeu, mais c'est vrai que Brice Samba n'avait pas non plus été mis à contribution, à part en fait juste avant sur la frappe qui amène le corner, une frappe signée Minamino. En fait, il il y a trois frappes, une frappe au même endroit, l'entrée de la surface, une frappe dégueulasse de Fofana sur Samba, une frappe un peu plus forte de Minamino, mais dans la niche de Samba, et puis quelques minutes plus tard, une frappe là pour le coup un peu plus, mais quand même sur lui, mais un peu en haut à sa hauteur, et il la détourne en corner, et c'est le corner sur lequel on va marquer le but. Et après, il va y avoir une occasion, mais hors jeu de Wai. Ça montre quand même, il y a eu 2 fois dans l'entièreté du match où Wai part un peu entre nos deux défenseurs. Et je crois qu'à chaque fois, c'est Maripane et Magassa. Ah bah, Maripane, compliqué. Voilà. Et clairement, c'était là où il fallait insister. Ça se voyait sur cette action hors jeu où Wai met le ballon à côté, mais c'était clairement un face-à-face avec le gardien. Et bon, heureusement, ils n'ont pas trop utilisé cette arme-là. Ils ont été en fait assez attentistes sur l'ensemble du match, dans l'agressivité, dans les duels. Et puis, ça s'est vu dès le deuxième but où il y a une récupération de Vanderson. Et puis, je te laisse continuer si tu veux. Camara qui décale Minamino. Bah vas-y, hein, continue. Et puis Minamino à droite qui met une passe parfaite entre deux joueurs, mais Golo qui fait la bonne course croisée, donc à l'entrée de la surface, se retrouve devant le gardien, mais surtout qui est suivi par aucun Lensois. Le gars peut courir tout seul et il est dans son jardin. Et donc en première intention, il reprend la balle à gauche de Samba et ça fait but. Et on a encore une occasion où il y a une super combinaison 5 minutes plus tard entre Golo, Caillot, Vanderson et je crois que c'est Ben Yedder qui essaye de rentrer mais qui est contré. Et finalement, on contrôle tranquillement la fin de la première mi-temps. On fait la passe à 10 pendant à peu près 5 minutes. Et puis voilà, les Lensois vont essayer de
on se dit que les Lensois vont essayer de se rebeller un peu en deuxième, et en fait, on va contenir sur la deuxième mi-temps, quoi. Ouais, bah, les Lensois qui vont tout de suite effectuer un changement dès la mi-temps. Aïdara, que je trouvais déjà pas forcément dans son match, mais également nerveux. Il avait été à plusieurs reprises un petit peu limite au duel, et d'ailleurs les Lensois vont quand même faire preuve de... C'est la frustration aussi, hein, mais ils vont quand même mettre quelques vilains coups sur la deuxième partie du match. Donc oui, évidemment, malgré tout, on est supporter de Monaco, on sait ce qu'on a vu depuis plusieurs saisons, à 2-0, t'es jamais à l'abri. Il faut croire que peut-être que ce nouveau Monaco ne nous fera plus autant de frayeur, mais en tout cas Monaco rentre plutôt correctement dans la seconde mi-temps et va tuer le match à peu près à l'heure de jeu. Flo, on prend le même au centre, on prend un autre défenseur à la conclusion. Par contre, là pour le coup, seul. Voilà, autant Singo, on peut considérer qu'il gagne un pseudo-duel, autant la Maripane, il est complètement laissé tout seul, et je crois qu'il profite bien aussi ce serait un peu au basket, un bloc de Fofana pour passer dans le dos et se retrouver quand même étrangement seul à une dizaine de mètres des buts, et belle tête décroisée pour notre défenseur chilien. Ouais, il y a Danso, en fait, il me semble qu'il il tombe tout seul, il accroche la pelouse, d'ailleurs, mentionnons-le, nouvelle pelouse, mais parce qu'elle était horrible sur les premiers matchs, on l'avait déjà signalé, et donc ils ont changé la pelouse, mais du coup, pelouse qui est comme d'habitude, hein, on a l'habitude depuis la nuit des temps au Louis II, pelouse qui était pas bien accrochée, du coup, parce que nouvelle, et je pense que le troisième but, il est bon, on peut le donner à la pelouse, en fait. Bon, un peu à Maripane aussi, parce que comme tu le dis, il fait une belle tête. Oui, la tête est belle, elle est hors de portée de Brice Samba. Bon, à partir de là, Monaco va quand même plutôt faire le dos rond. Baisser le pied, ouais. Ouais, voilà, va y avoir quand même des entrées tardives, mais qui vont quand même plutôt... Moi, une nouvelle fois, j'ai bien aimé la rentrée de Zakaria, bon, qui du coup n'avait pas 90 minutes dans les jambes, visiblement, mais qui en avait au moins 15. Balogun, on en parlait tout à l'heure, il est rentré, alors j'arrive toujours pas à m'expliquer pourquoi il s'est... 74e, les deux, ouais. Mais j'arrive toujours pas à m'expliquer pourquoi il s'est laissé tomber alors qu'il semblait avoir dépassé Samba et qu'il semblait du coup pouvoir marquer dans le but vide. J'ai pas bien compris. Peut-être qu'il part en déséquilibre et que du coup il le sent pas, mais bon, c'est un peu dommage parce que pour le coup... Je pense que Samba le touche. Ah bah, mais il le touche très légèrement. Ouais, mais il le touche très légèrement. Et il tombe en se disant, il m'a touché, du coup je peux tomber, quoi. Mais il y a aucun doute qu'il se laisse tomber, quoi. Donc ça, un petit peu dommage. Bon, et un autre carton con, du coup. Voilà, il est comme d'un carton jaune. Alors pour les attaquants, c'est plus rare quand même. C'est moins grave. L'accumulation de 3 jaunes en 10 matchs, mais bon, voilà, c'était le petit point un peu négatif, mais Lens va quand même se procurer plusieurs situations de but, dont une double principale, doublement sauvée sur la ligne, pardon, une première fois par Zakaria, une seconde fois par Singo. Zakaria, pareil, je crois qu'il va encore contrer au moins 2-3 autres frappes des Lensois. Voilà, Monaco fait le dos rond, ne force plus trop offensivement, mais surtout la bonne chose du soir, Flo, c'est qu'on n'a pas pris de but. Alors c'est un peu tout ou rien cette année, hein, on en a quand même pris 5 en 2 matchs. Par contre, on est à 2 clean sheets, et autant on pouvait se dire que les premières équipes étaient quand même des équipes plutôt de bas de tableau, autant Lens, malgré ce qu'on a dit, est une équipe censée en tout cas jouer plutôt les premiers rôles comme ils font depuis plusieurs saisons. Donc c'est une bonne chose, voilà, de pas avoir encaissé de but ce soir, et même si on le doit plus à nos défenseurs qu'à notre gardien. Oui, je pense que il faudra peut-être attendre Marseille. On a donc Lorient, Nice et Marseille. Peut-être Nice, une opposition correcte, et Marseille
pour voir vraiment une équipe qui, même si Marseille, et on l'a pas mentionné au début, mais je voulais le mentionner, mais on va le faire quoi qu'il arrive, c'était surtout une bonne chose de gagner, vu que Marseille avait un peu pataugé contre je ne sais même plus qui, contre Reims, c'est ça? Non, pas contre Brest. Reims. En tout cas, Brest, qui a Nantes, fait non, match enfin, nul. hier c'était Nantes. Non, Nantes. Ah, Brest, Nantes, oui, c'est ça, Nantes. Brest, c'était Mais, Rennes cet après-midi. Ouais, contre oui, Nantes, c'est alors ça. qu'en plus, ils font un début de match parfait, but, carton rouge. Et puis derrière, ça s'est Ouais, délité. ils font De toute façon, 80 minutes Marseille, à 11 contre 10. Marseille fait pas un bon début de saison. Hein. Ils ont raté la qualif en Ligue des Champions, alors dans des circonstances abracadabrantesques, certes, mais quand même. Et là, en championnat, ils sont quand même à 8 points en 4 journées, ce qui est loin d'être mauvais, mais c'est plus dans la forme. Voilà, il y a eu 2 matchs où ils ont été en supériorité numérique et 2 matchs où ils ont ramené que des nuls, alors que à chaque fois, en plus, ils menaient 1-0. Contre Metz, ils sont même pas passés loin de perdre, alors qu'ils menaient 1-0. Donc oui, Marseille, pour En tout l'instant, cas, c'est moins intéressant que ce qu'ils montraient l'année Que ce dernière soit- avec Tudor. que ce soit Rennes ou Marseille, ça reste potentiellement des adversaires pour l'Europe. Donc c'était vraiment l'opportunité de gagner avec ces deux adversaires-là qui faisaient match nul. Donc c'est voilà, une bonne chose comme tu l'as dit. Et puis surtout, moi, ce qui me plaît à la fin de ce match et au regard des résultats, bon, on est premier, hein, on va le redire parce qu'on est toujours content de le dire. Et puis ce qui me fait plaisir, c'est qu'on est bon. Alors que l'Europe n'a pas commencé. Donc au moment où tout le monde va avoir des matchs tous les 3 jours et que nous on sera un peu plus cool et on peut l'espérer un peu plus frais, ça pourrait être pas mal. Et c'est plutôt à ce moment. Vas-y. Non, mais oui, mais parce que moi, ça m'agace toujours ça de jouer tous les 3 jours. Ils font comment dans les autres championnats? Ils jouent tous les 3 jours et en fait, il y a que les clubs français qui se font tarter la gueule tous les ans. Enfin, je mets le PSG à part. Bon, ils sortent à chaque fois, mais c'est pas la même Coupe d'Europe. Voilà. Mais je veux dire, ils font comment dans les autres pays, eux, pour jouer tous les 3 matchs et être bons et le week-end et en semaine? Ouais. Enfin, ça, c'est Ils une construisent, excuse. ils construisent des effectifs en conséquence. Voilà ce qu'ils font. Mais Et parce nous, qu'ils par construisent exemple, des effectifs en conséquence, les clubs slovènes, lettons, hongrois, faut arrêter, mais quoi. les gars, Ou même non, mais portugais. je suis quelque part d'accord avec toi, mais je suis aussi d'accord et compréhensible sur le fait que beaucoup de fois, et moi je trouve, si on regarde bien dans les détails, on est presque mieux équipé cette année pour jouer l'Europe. Enfin, on a eu quelques départs, mais ça pourrait se débattre, mais que l'année dernière, alors qu'on jouait l'Europe. Donc quand on regarde ça, je suis d'accord avec toi, c'est des athlètes de haut niveau, ils devraient être capables de jouer tous les 3 jours. Mais veut pas, ça se vérifie, le fait qu'il faille un peu souffler, faille faire un peu souffler certains joueurs quand tu joues des matchs de foot très fréquemment. Donc moi je pense que les équipes françaises souvent ne se dotent pas suffisamment d'un bon équilibre et d'un bon effectif pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Mais bon, en tout cas, c'est un autre débat, mais quoi qu'il arrive, c'est bien, je pense qu'on soit dans l'état où on est en début de saison, où on aurait pu croire que certaines équipes qui avaient pourtant préparé, que ce soit les qualifs d'Europe ou que ce soit justement les matchs européens, eh ben, elles déjà pataugent un peu, donc tant mieux. Ouais, c'est clair. De toute façon, voilà, on le sait. Quoi qu'il arrive, on va être leader donc pour cette trêve internationale. Il y a seulement Reims et Strasbourg qui peuvent revenir à 1 point de nous, puisque les deux jouent demain. Paris pourrait revenir également, mais à 2 points. Donc quoi qu'il arrive, on sera leader après 4 matchs, donc c'est évidemment une très bonne chose, et on aurait presque des petits regrets de ne pas être à 12 sur 12, tant, encore une fois, le match de la semaine dernière, quand même, laisse des petits regrets. On va maintenant faire un petit débat, Flo, en tout cas, Oui, excuse-moi, j'étais en train de regarder autre chose. Un débat, oui, donc sur le schéma de jeu, sur le plan de jeu, parce que moi déjà l'année dernière, c'est quelque chose pour lequel je militais, à savoir jouer avec une défense à 3 et donc avec 2 pistons. Je trouve qu'on avait
déjà l'effectif l'année dernière pour faire ça. Moi, quand je vois la compo de ce soir, en fait, à l'exception de Singo, c'est que des mecs qui étaient déjà l'année dernière, donc le recrutement n'a pas grand-chose à voir là-dedans. On avait Dizazi, on avait potentiellement même Badiachil, en tout cas sur toute la première partie de saison, donc je trouve qu'on aurait déjà dû jouer comme ça. Et je trouve que ce schéma de jeu est parfaitement fait pour notre équipe, pour nos qualités. Oui, on l'a mentionné plein de fois. Effectivement, l'année dernière, on a des joueurs sur les côtés qui ont clairement le profil de piston sur une défense à 5, on va dire, ou à 3. Et pour Caio et pour Vanderson. Et encore une fois, la question, c'est plus... et puis on le voit, Singo, tu dis, c'est un des rares qui rentre et il le mentionnait sur Canal, il joue dans ce poste-là, c'est-à-dire à droite d'une défense à 3 en Côte d'Ivoire. Et c'est typiquement le profil parfait. C'est un gars qui est relativement rapide, donc il peut couvrir ton piston droit, mais qui a quand même une aisance, on va dire, dans les gestes défensifs et puis un certain physique pour combler des brèches au centre. Donc un parfait, on va dire, axe droit dans cette triplette. Et effectivement, le seul petite question reste sur Ben Yedder. Alors je crois qu'on n'est pas tout à fait d'accord, toi et moi, sur ton match ce soir. Mais on l'avait mentionné d'ailleurs sur les derniers matchs et par le passé, c'est-à-dire que Ben Yedder en pointe n'est pas toujours très efficace. Il joue souvent mieux avec un deuxième attaquant en soutien. Voilà. Est-ce que sur le long terme, ça pourrait coïncider avec un Ben Yedder titulaire? Est-ce que voilà, moi c'est plus là ma question sur ce système. Mais après je te rejoins et puis on est tous, je pense, d'accord sur le fait que ça correspond mieux à notre effectif. Ouais, pour Ben Yedder, encore une fois, ce soir, est-ce que ça a été le meilleur? Non, loin de là. Mais je trouve quand même que sa prestation reste honnête. Alors évidemment, il n'a pas été buteur et c'est avant tout ce qu'on lui demande et c'est quand même avant tout là-dedans qu'il est à l'aise. Mais je l'ai trouvé plutôt intéressant également dans le jeu. C'est quand même un joueur qui techniquement est plutôt juste. Alors évidemment, tout n'a pas été parfait une nouvelle fois, mais il joue seul en pointe, certes, mais Minamino et Golovin, le fait qu'il soit recentré, au final, ils sont quand même très proches de lui et également dans le jeu. Lui même recule un petit peu de temps en temps pour venir aider un peu plus bas. Donc c'est pour ça, moi, je me demande même si une possibilité de Balogun en pointe avec un Ben Yedder qui prendrait un peu plus le rôle de Minamino, en tout cas sur des bouts de match, ça pourrait être également une solution pour que les trois puissent jouer ensemble, ou alors carrément avoir Golovin en numéro 10 derrière les deux. Mais ouais, pour moi, la seule question que j'ai, et pour le coup, c'est plutôt une bonne question, en tout cas une bonne question à se poser, c'est la défense. Parce que Singo, je trouve que c'est une excellente pioche. Ce soir, je l'ai encore trouvé très très fort. En plus, il a été buteur. Mais je trouve qu'il dégage vraiment une sérénité, une puissance qui me fait plaisir. Parce qu'on a enfin un défenseur physique qui utilise son physique. Moi, c'est quelque chose que je reprochais beaucoup à Badiachil. Alors évidemment qu'il était jeune, mais je trouve qu'il se servait pas assez de ses qualités naturelles. Zakaria, moi je pense que dans cette défense à 3, le mettre au milieu des 3 pourrait être une vraie bonne chose. Donc maintenant j'attends avec impatience de ce que va donner Salisu. Voilà, pour l'instant c'est le seul petit bémol depuis le début de saison, c'est qu'on n'a pas pu le voir et qu'on a tous envie de le voir. Non pas que Magassa ne soit pas bon, il fait plutôt un début de saison correct, mais voilà, je pense quand même que Salisu devrait faire du bien et devrait un petit peu plus verrouiller notre défense. Moi, j'aurais bien aimé qu'on prenne un autre défenseur central. Malheureusement, ça s'est pas fait. J'ai pas particulièrement envie que Maripane reste titulaire dans notre équipe. J'aime bien ce milieu de terrain Fofana Camara, donc c'est pour ça qu'avoir Zakaria en libéraux avec ses grosses qualités techniques, moi j'aimerais bien, voilà, entouré de Singo et Salisu, c'est vraiment une défense que
j'ai envie de voir au plus vite. Donc, je l'espère dès la reprise, même si j'ai toujours un peu de mal avec le système des suspensions, mais peut-être que Camara sera suspendu à la reprise, donc du coup, bon, je pense qu'on se retapera Maripane dans l'axe et Camara sera donc remplacé au milieu de terrain par Zakaria, qui lui aussi, à l'instar de Singo, pour l'instant, semble être une excellente pioche dans un registre plus technique. Alors il y a eu ce penalty un petit peu dommage la semaine dernière, mais sinon à part ça, je trouve que le recrutement pour l'instant a l'air d'être de grande qualité. Juste un petit doute sur le gardien, mais bon, on verra à la longue ce que ça va donner. Et pour l'instant, voilà, la semaine dernière, 3 frappes, 3 buts, premier match, une énorme boulette. Il a pas pris de but les matchs où il n'a rien eu à faire, quoi. Donc, j'attends de voir. Non, mais clairement, c'est un gardien qui est très très vif. Je sais pas si tu veux qu'on fasse des perfs individuels ou des top flops. Je sais pas quel est ton. Ouais, on va faire là. On va faire, pas ok, longtemps. d'accord. En tout cas, donc je nous laisse alors pour ça. Alors. Donc voilà, en tout cas, voilà, pour le schéma de jeu, pour moi, c'est une très bonne chose qu'on ait pris ce coach-là, parce qu'on savait qu'il allait venir avec ce schéma, avec ses idées en tête, et ça correspond parfaitement à notre effectif. Voilà, juste un petit mauvais point sur le fait que j'aurais bien aimé un petit défenseur de plus pour venir un petit peu sécuriser tout ça, mais bon, voilà, globalement, le reste est plutôt une réussite. Oui. À ajouter au schéma, je pense qu'au-delà du schéma qui, on est d'accord, correspond mieux à l'effectif, je crois qu'il y a surtout un changement dans l'agressivité, à la récupération. Oui, bien sûr. C'est beaucoup plus compliqué de savoir pourquoi il y a une telle différence entre Hunter et l'an passé, mais si on regarde les buts, et je crois que ça serait une stat qui serait ultra révélatrice. Enfin, là, en l'occurrence, sur ce match-là, on en met 2 sur corner, mais on en met un 3e qui est encore sur un grattage de ballon haut. Et sur depuis le début de la saison, la plupart de nos buts, c'est sur des récupérations très hautes. C'est surtout sur une espèce de pugnacité à vouloir récupérer le ballon très haut. Qu'on a vu chez Minamino, qu'on a vu ce soir un peu chez Vanderson, et qu'on voit chez à peu près tout le monde. Quelque chose que voilà, on voyait de temps en temps, mais définitivement pas à tous les matchs l'an dernier. Non, mais très, très clairement, on voit des bonnes choses. Puis même techniquement, je trouve que les joueurs jouent plus libérés. Golovin, oui. bien entendu, là, c'est la résurrection, même si c'est peut-être son moins bon match des 4 ce soir. Il a quand même livré encore une prestation intéressante. Donc voilà pour cette petite aparté tactique. On va maintenant terminer sur les tops et les flops. Alors, quel est ton ou tes tops si tu as envie de parler de Donc on fait pas le 11 de plusieurs joueurs. Non, on fera pas l'ensemble de l'équipe. Non. Parce que moi j'aurais parlé de Keun sur le fait de en 2 secondes. Et ben t'en parleras dans. Ouais, mais t'en parles dans les tops de Keun. Non, j'en parle dans aucun top. Alors on va commencer. Oui, on va commencer par les tops alors. Ah d'accord. Alors top, je pense qu'on peut mettre Golovin et Minamino, et ça fait le pont avec la petite discussion tactique. C'est que je pense que si cette tactique-là marche, c'est surtout qu'on a 2 meneurs de jeu, on va dire, très libres, qui on va pas dire marche sur l'eau, mais presque, qui jouent très bien. Comme tu l'as dit, Minamino ne font pas son meilleur match, mais il fait moi je trouve un excellent match quand même. Et je pense que on peut mettre les 2 comme top sur ce match-là, quoi. Moi, je mettrais les 2, même si Golo est au-dessus. Hein. Il est décisif, il est plus, on va dire, plus acteur sur ce match. Mais je trouve que ils font énormément de combinaisons sur le match. En fait, ça a été mentionné par les présentateurs de Canal, et c'est bon à dire quand il y a des trucs intéressants qu'ils mentionnent. Ce schéma permet le fait qu'ils soient plus proches, en fait. Et donc, du coup, beaucoup plus de combinaisons entre les 2 meneurs et de permutations. Et ça a créé énormément de brèches pour qu'il y ait justement des courses et des bonnes passes à administrer. Donc voilà, bon, plutôt Golo, on va dire top. Et avec, on va dire, son assistant meneur, Minamino. Ouais, je te rejoins complètement pour Golovin. Pour moi,
c'est le meilleur joueur ce soir, mais moi j'avais également envie de parler de Mohamed Camara, alors qu'a pris évidemment ce carton jaune dommageable, bien entendu, mais sinon je l'ai trouvé omniprésent. Là, je trouve qu'on retrouve un petit peu le Camara qu'on avait vu à son arrivée, qui était aussi un joueur qui était capable de se projeter un peu plus ballon au pied, de faire un peu plus de différence, chose qu'on a complètement perdue sur la deuxième partie de saison, et c'est pour ça que moi je l'avais mis, je crois, même en déception. Camara, non pas qu'il faisait loin d'être dans les pires joueurs de la saison, mais j'avais été déçu parce que j'avais été vraiment hypé par son début de saison, et puis après je l'avais trouvé lentement mais sûrement chuté, avec également beaucoup d'approximations techniques, beaucoup de passes ratées, et là je trouve qu'on retrouve un bon Camara. Alors peut-être que c'est un spécialiste des gros débuts de saison et que encore une fois ça va se déliter. Là la différence c'est qu'on a un vrai mec derrière, au pire ça sera Zakaria, même si à l'heure actuelle, je le vois bien en défense, mais au pire, s'il doit remonter, bah il fera le taf, parce que lui, pour le coup, les qualités techniques, il en a énormément. Donc, ouais, Mohamed Camara, très gros match de sa part, donc j'avais vraiment envie de le mettre en doublette avec Golo. Pour les flops, bon, bah toi, t'avais envie de parler de Ben Yedder, dans l'absolu, je te rejoindrais bien aussi, en tout cas dans le sens où ça a été le joueur le moins en vue du 11 titulaire. Ouais, moi honnêtement, je l'ai, à part sur l'action qu'on a mentionnée où il coupe en fait au premier poteau et il touche le ballon et s'est détourné, je l'ai vu extrêmement peu sur l'ensemble du match. Surtout, on le voit, des fois il a des matchs un peu moins bons et il essaye de décrocher, d'aller chercher le ballon plus bas. Bon, là c'est sûr que de toute façon, Golovin et Minamino attirent tellement de ballons que c'est peut-être moins possible que ça pouvait l'être par le passé. Mais honnêtement, je ne l'ai pas vu. Et puis, on voit qu'on a encore un Wissam qui est, qui a des hauts et qui a des bas. Et encore une fois, ça pose la question, est-ce qu'il fonctionne bien? Surtout quand c'est une défense qui est assez dense, c'est-à-dire, et sans jeu de mots, avec un gars comme Danso, avec un gars qui peut bien le museler en plus physiquement. Voilà, on a vu que ça pouvait marcher contre d'autres équipes, mais contre peut-être des défenses un peu plus friables. Voilà, j'ai un petit peu, c'est le bémol qu'on a dit tout à l'heure, un petit peu peur sur un point de vue tactique et en fonction des défenses sur un Ben Yedder devant. L'autre petit flop, moi, que j'avais en tête, c'est Vanderson qui certes a gratté un ou deux ballons, dont un qui amène le but. Mais à part ça, il y a vraiment énormément de gâchis, il y a vraiment énormément de manque de confiance. Moi, je ne l'ai pas vu. On a vu à quel point le jeu penchait à gauche en première mi-temps, qui a été vraiment la mi-temps où on a le plus joué de bout en bout. Et on n'allait pas à droite parce que dès qu'on y allait, c'était un Vanderson qui perdait la balle ou qui faisait une mauvaise décision. Donc, bon, pas un gros flop, que ça soit pour l'un ou pour l'autre, pas des gros flops, mais un petit avertissement, on va dire. Oui, de toute façon, quand tu mets 3-0 quand même au vice-champion de France, qui en plus, encore une fois, sur les dernières saisons, t'avais donné énormément de fil à retordre, et c'est un euphémisme. Ouais. C'est évidemment compliqué de sortir un vrai flop. Moi, là, je vais juste mettre un petit taquet à Balogun pour sa simulation. Voilà, j'ai toujours pas compris. Voilà, c'est dommage parce qu'en plus, ça aurait été une passe décisive assez géniale de Golovin. Donc en plus, il gâche ça également. Donc c'est un peu dommage. Évidemment, c'est à 3-0, donc c'est pas bien grave. Mais bon, s'il fait la même à 0-0, un peu plus embêtant. Donc voilà. Écoute, t'avais envie de parler de Philippe Keun, donc vas-y, parle-nous de notre nouveau portier. C'est ça, c'est surtout, je pense que pour ceux qui ne voient pas les matchs, ils ont un peu envie de savoir dans quel état sont nos recrues. On peut d'ailleurs, on pourra mentionner Balogun, comme il a encore montré qu'il a une vitesse, une cadence de course assez incroyable. Il fait des sorties, il nous en fait encore au moins 2 ou 3, où en gros il te sauve une action de but parce qu'il sort très 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 vite dans les pieds des attaquants. Il fait en gros c'est ça, c'est vraiment sa force, sa vitesse de course et son anticipation dans les passes qui viennent dans la surface. Après on voit que
il y a clairement un défaut qui est son manque de physique. Et alors, il me semble que c'était sur un corner où il sort et il se prend l'attaquant dessus et il lâche le ballon. Alors, j'ai plus toute l'action en tête, mais je crois que c'est une des actions chaudes qu'a Lens. Et bon, encore une fois, on l'avait vu quelques fois. Oui, que c'est ça quand il y a soit le double sauvetage sur la ligne. C'est ça, exactement. C'est quand il y a le double sauvetage sur la ligne de Zakaria et Singo clairement, ça devait faire but. Hein. Il nous sauve deux Ah oui, fois oui, le c'est sûr. 3-1. Et donc, c'est une sortie hasardeuse. En fait, qui n'est pas hasardeuse, mais il se la fait hasardeuse parce que physiquement, il ne tient pas le coup contre les joueurs lensois. Donc, voilà, il y a un petit bémol sur son physique. Après, on sent quand même, et surtout balle au pied, les défenseurs n'ont aucun problème à lui donner le ballon. Au niveau relance, bon, on va arrêter de comparer à notre feu gardien allemand, bon, qui est toujours en vie, hein, mais qui n'est plus chez nous, heureusement. mais clairement, sur les relances, tu sens que c'est presque un défenseur de plus. Alors que voilà, l'année dernière, il y avait un peu plus d'hésitation quand il y avait une passe en retrait, quoi. Ouais, non, mais on est bien d'accord. Hein. Et moi, j'ai juste envie de juste mettre un petit bon point forcément à Caio Henrique et sa qualité de pied. Voilà, 2 passes décisives de plus. Ouais. Ça commence à en faire un sacré paquet quand même depuis qu'il va chez engranger. nous. Alors défensivement, c'est vrai que de temps en temps, c'est pas le génial. On se rappelle du 3e but la semaine dernière, mais voilà. Mais sur ce match. Il est rassurant parce qu'il a. Oui, mais là ça a été plutôt. Mais il est capable de faire des bons matchs défensifs, mais c'est vrai que de temps en temps il y a quelques oublis. Ça n'a pas été le cas ce soir. Lui et Vanderson, si je dis pas de conneries, hein, ont été appelés avec la Seleção. Donc, les deux. Ouais. Bon, alors je sais pas vraiment s'ils ont des chances de jouer. Mais voilà, c'est une vraie bonne chose en tout cas pour eux deux et pour nous. Donc voilà. Voilà qui conclut donc ce débrief. Flo. Mais tu veux pas parler de Balogun ? Tout le monde va vouloir qu'on parle de non, il y a rien. Il y a rien à dire sur Balogun, à part qu'il a simulé dans la surface, quoi. Voilà. Donc on a parlé. Non, mais de Balogun, c'est ça. Hein. Juste que les gens pensent qu'on n'ait pas oublié de mentionner ce qu'il a fait hors sa simulation. En fait, tous les remplaçants qui sont rentrés entre la 73, 14e et ils rentrent tous 15, 10, 5 minutes. Et en gros, Balogun, on peut pas. On voit qu'il a. Encore une fois, il y a des courses, il y a des trucs où, bon, c'est pas les courses de Wissam. Hein, ça envoie un peu plus d'accélération, puis il y a une certaine puissance physique. Mais on le connaissait, le gars. Donc, c'est pas un gars qu'on découvre. Mais donc, il prouve qu'il est en canne, on va dire. Mais après, il va falloir qu'il ait un peu plus de temps de jeu pour qu'on puisse en dire bien plus, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Moi, je lui ai juste mis un petit taquet pour sa simulation parce qu'il aurait pu s'offrir un premier but. En plus, c'était très peu de temps après son entrée en jeu, donc c'est le petit point négatif. Mais bien entendu que je suis quand même satisfait de son recrutement, même si j'oublie pas malgré tout que s'il est là, c'est parce que Mbolo n'est pas là, et c'est une énorme perte. Voilà, d'avoir perdu Mbolo, c'est une énorme perte. L'année dernière, il avait été dans les tout meilleurs, si ce n'est même le meilleur, donc forcément c'est un vrai coup dur d'avoir perdu notre buteur suisse à minima jusqu'au mois de mars, et on verra. En tout cas, voilà, donc qui conclut ce débrief. On va nous profiter de cette période de trêve internationale pour vous proposer, alors peut-être une gazette mercato bilan. Par contre, à coup sûr, notre émission pronostic pour la saison à venir. Il y aura un formulaire, vous en avez maintenant l'habitude, ça va être la 4e année, si je dis pas de bêtises, où on fait ça, peut-être la 3e, mais je dirais bien 4e, où on fait ça, où vous allez pouvoir répondre à qui, selon vous, va être le meilleur joueur, la meilleure recrue, la meilleure progression. Alors là, je pense que c'est la première année où on va réellement le faire dans un contexte très positif. Donc on va voir l'enflammade peut-être qu'on va avoir au niveau des pronostics de fin de saison, mais c'est vrai qu'on était quand même habitué aux éliminations pour la Ligue des Champions, au début de championnat poussif. Bah là, c'est tout sauf le cas, donc on verra comment ça va se traduire sur
sur vos pronostics et puis également sur les nôtres, hein, malgré tout, parce que je vous cache pas que moi je suis très hypé et je suis un peu déçu là qu'il y ait cette trêve internationale qui vienne un petit peu endiguer cet élan positif de début de saison. En tout cas, le compte Twitter, Radio Diagonale, pour les pronostics. Ouais, c'est ça. Ça sera évidemment sur le compte Twitter. Bon, bah, aujourd'hui, on n'aura pas fait passer d'auditeurs, hein, parce que, bah, tout simplement, il y a pas eu de demande, et encore une fois, il était très tard, donc, on essaiera, bien entendu, de débriefer plus tôt, lors des prochaines rencontres. La prochaine rencontre, t'en parlais tout à l'heure, Flo, c'est face à Lorient, c'est ça? Lorient, ouais, tout à fait. Ok. Dans 2 semaines, du coup. Voilà, c'est ça. Donc, bah, ça sera l'occasion pour nous de vous proposer un nouveau débrief. Merci Flo de m'avoir accompagné. Le prochain rendez-vous, Merci, Ram. ça sera donc ou la Gazette Mercato ou le CM Prono. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.